Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Peaceful Mind. Aujourd'hui, on va parler de transition professionnelle, de ces moments où parfois tout peut s'arrêter, où tout peut se réinventer. Comment fait-on quand on subit une transition professionnelle forcée ou choisie? Quelle place sociale cherche-t-on à avoir et professionnelle? Et quels sont les enjeux qui s'offrent à nous dans ces moments parfois difficiles? Et pour en parler aujourd'hui, on a invité dans ce studio, Johanna Ventura, qui est executive coach, spécialiste dans les transitions, professionnelles et les stratégies de rebond de, «Qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui?» Bienvenue Johanna! Salut Jojo. Merci Francky. Je l'ai fait. On est C'est OK de la faire. on est super. On est amis d'enfance avec Johanna, donc du coup, je me permets là. Johanna, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus avant qu'on rentre dans le sujet sur, ce que tu fais, comment tu vois ton métier, comment tu accompagnes en Ouais, fait, ces avec plaisir, profils, qui arrivent jusqu'à toi? avec plaisir. Donc moi, je suis coach de dirigeants, au démarrage et donc j'accompagne des dirigeants en poste, mais aussi en transition professionnelle et de plus en plus, j'accompagne, un ensemble de personnes qui sont des managers, des collaborateurs, et finalement à tout moment de leur vie professionnelle. J'étais auparavant DRH, en entreprise, donc je connais aussi bien, l'univers de l'entreprise, que l'extérieur et donc c'est vrai que, voilà, je m'appuie toujours aussi sur ma connaissance des environnements professionnels dans les accompagnements que je fais et accessoirement, je suis aussi, psychanalyste, parce que j'aime bien, aussi travailler sur toute la dimension inconsciente, qu'il peut y avoir dans nos vies et qui peut être aussi, un sujet, intéressant, à approfondir. Alors Johanna, j'ai une première question. Hem, Dans ces moments de transition professionnelle, à quel moment, précisément arrivent les personnes que tu accompagnes? Est-ce qu'elles arrivent parce qu'elles savent qu'elles vont être en phase de changement? On leur a annoncé, mais elles ont un délai, c'est-à-dire qu'elles ont du temps encore pour, anticiper, se retourner et savoir comment voir la suite? Ou, les gens arrivent à un moment donné où c'est déjà, c'est terminé en fait, c'est-à-dire qu'elles sont, elles ne sont plus en poste et elles se disent: «Mais comment vais-je faire, pour avancer?» Et elles ressentent le besoin d'être, accompagnées donc, à quel moment les gens arrivent quand ils viennent vers toi? Alors, dans la grande majorité des cas, les gens qui viennent me voir ont déjà quitté l'entreprise ou sont en préavis, par exemple, et souvent en préavis qu'ils n'effectuent pas. Donc, ils ont du temps disponible. Mais il se peut aussi que des gens soient encore en entreprise et soient en train de négocier leur départ ou savent qu'ils sont sur le point de partir et se questionnent déjà sur qu'est-ce que je vais faire après. Mais encore une fois, ce que je dois dire, c'est que de façon majoritaire, les gens viennent une fois qu'ils ont, quitté l'entreprise. Et quand ils arrivent, ils viennent avec quelle problématique? Qu'est-ce qu'ils te disent exactement? C'est quoi? Vous fixez des enjeux ensemble? C'est savoir ce qu'ils veulent faire? C'est comment s'y prendre? Alors, il y a encore une fois, chaque situation est singulière. C'est-à-dire que vous pouvez venir à un moment où, vous vous questionnez sur la suite. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie de reprendre une activité à l'identique? Ou est-ce que vous avez envie de reprendre une activité différente? Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, selon la façon dont vous quittez, votre précédent job ou votre entreprise, vous n'êtes pas dans le même état psychologique. C'est-à-dire que, si la séparation en tout cas, si vous quittez votre précédent job de façon, subie, c'est-à-dire qu'il y a une dimension souvent de deuil, à effectuer. Parfois, vous quittez une entreprise parce que vous l'avez décidé. Donc vous avez souvent pris la décision après un temps de maturation qui vous a permis d'arriver à cette décision et puis encore une fois, c'est-à-dire que si la sortie de l'entreprise est subie, encore une fois, il y a différentes conditions, dans lesquelles vous pouvez, sortir. Est-ce que financièrement, ça vous met en difficulté? Est-ce que vous sortez avec une certaine sérénité, d'esprit? Donc selon, l'un ou l'autre cas, il y a plus ou moins une urgence à rebondir professionnellement et ça, évidemment, c'est quelque chose dont on doit prendre en compte. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, pardon et parce que ça va être déterminant aussi sur le temps que la personne va pouvoir consacrer à sa réflexion pour construire la suite. Et quand tu nous dis effectivement, émotionnellement, les personnes arrivent dans des états qui peuvent être différents, c'est-à-dire Oui, quand la décision est prise, bon, bah, il y a une sensation quand même de maîtrise, de la situation, de oui, pas l'avoir subie. Quand c'est le contraire, oui, hem, ce t et qu'en plus il y a de l'urgence, parce qu'il y a de l'urgence oui. financière à rebondir rapidement, est-ce que c'est encore assez
encore plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut travailler à la fois sur retrouver la confiance et la sérénité psychologique, Mmh. émotionnelle, Mmh. pour ensuite être capable de transformer. Donc quand toi tu accompagnes, ces personnes-là, tu travailles sur ces 2 volets. Est-ce qu'il y a des volets qui sont prioritaires pour être plus efficace dans dans la bonne réalisation de la mission d'accompagnement? Bah, encore une fois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en considération. Si vous quittez, votre entreprise de façon, brutale, violente, avec, des conditions financières qui sont difficiles, c'est-à-dire que vous êtes à la fois confronté, à ce deuil d'une entreprise dans laquelle vous avez évolué, grandi, dans laquelle peut-être vous êtes resté même très longtemps et évidemment, dans une journée, le travail prend une part, extrêmement, importante. Donc c'est-à-dire que ça vient bouleverser complètement votre, rythme de vie et donc dans ce cas-là, il y a vraiment cette dimension de deuil. C'est-à-dire qu'il faut que vous il faut lâcher quelque chose, alors qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Donc c'est là qu'il y a vraiment, une dimension psychologique, émotionnelle très importante, à prendre en considération. Donc ça c'est une situation, mais il y a d'autres. D'où le fait que tu as fait une formation psy qui t'aide aussi dans ce genre de situation, je suppose? Alors oui, D'autres effectivement, plus? c'est-à-dire que, il y a plein de versants, à la transition à prendre en considération. Donc il y a évidemment le versant psychologique dont je viens de parler parce que si vous quittez de façon, volontaire votre, job, il y a souvent, en amont une période où vous avez réfléchi, à ce que vous avez envie de faire après et généralement, c'est-à-dire cette décision qui vous fait, quitter un job, vous l'avez donc, passée en revue, vous l'avez mûrie, vous l'avez réfléchie et avec cette idée déjà de construction de la suite. Donc, évidemment, il y a aussi encore c'est une dimension de deuil parce que même si on est à l'initiative d'une rupture, il y a un deuil à effectuer parce qu'on quitte quelque chose, un univers connu, des codes, des collègues, un environnement de travail. Donc il y a vraiment ce côté, je perds quelque chose et je ne sais pas de quoi sera fait, demain. Et donc quand la décision en revanche elle est subie et selon la façon dont elle est subie, encore une fois, si elle s'est faite de façon, brutale ou si les choses ont pu mûrir, pour aboutir jusqu'à la sortie du collaborateur, la façon d'appréhender la transition est différente. Donc oui, il y a plusieurs versants, évidemment à examiner au moment où quelqu'un, Et est-ce que quitte. tu as des conseils, sur quelqu'un qui t'écouterait là en ce moment, pour aider, à faciliter cette phase de deuil? Un conseil ou, hem, Pas des techniques, est-ce que quelque chose ou Alors moi, je vais jamais sur le terrain de la technique, d'accord. pour la bonne raison que, chaque situation est singulière. Donc moi, quand quelqu'un vient me voir, et voilà, m'explique dans la situation dans laquelle il se trouve, j'essaie de comprendre qui il est. D'où il vient, dans quel environnement, il vit. Parce que, je déteste cette idée on aborde la vie professionnelle uniquement avec l'angle des compétences. Parce qu'évidemment, selon l'âge que vous avez, la situation personnelle que vous avez, la transition, elle se vit, bah, soit de façon individuelle si vous êtes célibataire, soit de façon plus collective si vous avez, un conjoint, des enfants, parce qu'évidemment ça vient impacter tout le foyer. Évidemment, la transition professionnelle que vous la viviez à 30 ans ou à 55 ans, c'est encore une fois pas la même chose. On l'a dit, subie, volontaire, chaque situation est vraiment, unique. Donc moi, j'aime regarder, la situation de personne de façon holistique, pour vraiment lui proposer un accompagnement qui sera sur mesure, où, je vais m'attacher à comprendre qui elle est. Comment elle s'est construite, comment elle a opéré, ses choix d'études, son premier poste. Est-ce que c'était, quelque chose qu'elle souhaitait profondément ou est-ce que finalement, elle a été très orientée par ses parents, au moment de ses études et puis, bah, elle s'est embarquée dans quelque chose et puis après on c'est un peu comme si on était sur des rails, automatiques. On prend un premier job et puis après, on en prend un second. On a un périmètre de responsabilité qui s'élargit et puis finalement on est lancé sur quelque chose et puis parfois, on se réveille un jour en se disant: «Mais, en fait, moi, j'avais tellement envie de faire autre chose, je fais là, qu'est-ce que je fais là?» Donc, la transition professionnelle, je dis toujours, c'est une chance inouïe que vous avez, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte. Pourquoi? Parce qu'au moment où les choses s'arrêtent, vous avez la possibilité de réfléchir finalement à ce dont vous voulez,
vraiment. Et donc certains vont être très clairs sur ce dont ils ont envie pour la suite. Bah, par exemple, j'ai été, analyste financier et j'ai envie de poursuivre dans la finance. Et d'autres, au contraire, vont dire: «Mais en fait, moi, j'étais analyste financier, mais ça fait belle lurette que ça moi, j'avais vraiment envie de faire autre chose, mais bah, c'était impossible pour moi de m'arrêter et de réfléchir, bah, parce que, j'ai des charges financières, j'ai, des enfants, aussi dont il faut que je m'occupe». Et là, en réalité, ce moment-là, c'est un moment où on peut tout repenser autrement. Ouais, c'est une super opportunité de faire un step back, prise de recul et vraiment Exactement, prendre le temps de exactement. Et est-ce que quand tu présentes les choses de cette manière-là, quand les gens peut-être sortent un peu sont un peu moins dans l'émotionnel en fait de la prise de nouvelles, en fait, de Ouais. l'information et du fait de n'être plus en poste et donc d'avoir un quotidien qui change aussi. Mmh. Parce que le matin, ils se lèvent, ils vont au travail, donc après ils se lèvent le matin, bah, ils sont chez eux ou ils s'occupent, mais ils ont plus du tout le même rythme. Oui. Quand tu leur présentes comme ça, est-ce que tu sens qu'ils prennent vraiment la balle au bond et qu'ils se disent: «Ah ouais, c'est vrai, tiens, ça va être une vraie opportunité», ou tu sens de la résistance à ce moment-là? Bah, en fait, c'est très compliqué parce que vous allez à un dîner, en ville avec des gens, une des premières questions que les gens vous posent, quand vous les connaissez pas, c'est, dans la vie: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Comme si, en fait, l'identité de quelqu'un se résumait, à une fonction, à un job. On est bien plus que son travail, et son travail, c'est ce qu'on fait. Ça détermine pas ce qu'on est. oui. Donc ce qu'on est finalement, c'est quelque chose qui est éminemment plus important. Et donc voilà, donc les gens, en fait, je les aide aussi à reconnecter finalement à ce qu'ils sont en dehors du travail, c'est-à-dire, qui sont en termes de personnalité, qu'est-ce qu'ils aiment, dans la vie, quelles sont leurs passions, quelles sont leurs valeurs aussi. Parce que Excellent. parfois, en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un job et en fait, on y est malheureux parce qu'on ne se retrouve pas en termes de valeurs. Donc c'est-à-dire qu'au moment où vous quittez l'entreprise, vous avez évidemment ce côté parfois choc ou brutalité Ouais. du départ ou même, pas d'envie de partir et vous réalisez, parce que vous vous êtes finalement livré enfin confronté à vous-même, que vous étiez plus du tout en phase avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez et donc c'est une occasion unique finalement de construire un nouveau chapitre qui va vous correspondre bien plus parce que vous allez dire: «Bah, voilà, j'ai envie de faire tel job» ou alors vous savez pas et même vous pouvez y réfléchir à faire complètement autre chose mais aussi de vous dire dans quel environnement j'ai envie d'évoluer et de le choisir. Et quand tu dis, typiquement, bah, voilà, je suis plus, en poste, Oui, je vais à un dîner, on pose, la question, de: «Bah, toi, tu fais quoi?» parce que, voilà, tu connectes avec des personnes que tu ne connais pas. oui. Ce que j'entends aussi, c'est que soit les gens ne sont pas à l'aise de dire qu'ils sont en transition professionnelle, Mmh. qui cherchent, en fait, qui ne savent pas, soit parce qu'ils ont vécu la fin comme un échec Oui. ou en tout cas comme un rejet, un échec, bon, je ne sais pas quel mot on peut mettre derrière, mais ça peut être aussi ces scénarios-là et donc il y a aussi ce côté, accepter de dire que je suis en train de chercher et accepter de changer le focus de la conversation. C'est aussi un travail, important à faire à ce moment-là, dans l'accompagnement. Alors oui, absolument, le sujet de la communication, c'est qu'est-ce que je dis aux autres, au fond, quand je suis en pleine réflexion sur, est-ce que j'ai envie de refaire la même chose? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que certains sont salariés en entreprise pendant des années et puis, vont vous dire: «Mais moi, en fait, j'ai très envie d'entreprendre». Donc, il peut y avoir aussi des shifts, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement reprendre dans un job que vous le même job que vous avez eu, mais dans un autre environnement. Vous pouvez prendre un autre job parce que finalement, vous vous apercevez que vous avez des compétences qui sont transférables sur un autre métier. Vous pouvez aussi vous dire: «Mais en fait, moi, j'ai envie d'apprendre autre chose et partir dans un dispositif de formation» ou vous dire: «Mais en fait, moi, j'ai envie d'entreprendre» et c'est-à-dire que encore une fois, chaque situation est vraiment, unique. Donc la question effectivement de qu'est-ce que je dis à mon entourage? Qu'est-ce que je dis aux gens que je connais pas? C'est toujours un sujet. Alors évidemment, il y a aussi le sujet de comment j'ai quitté l'entreprise. Est-ce que j'ai été, licenciée de façon, brutale? Est-ce que j'ai négocié mon départ? Est-ce que j'ai démissionné, bonnement et simplement? Moi, j'ai envie de dire aux gens, dites les choses, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et en fait, on est à l'aise quand on est au plus proche de la vérité. Alors sans évidemment, et rentrer dans les détails de la violence dans laquelle vous avez quitté une entreprise, mais d'être capable de dire à des personnes autour de vous: «Bah, j'ai quitté mon entreprise, ça se passait plus très bien. Là, je suis dans une période où je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire demain
je pense que tout le monde peut l'entendre. Et en fait, on se fait toujours un monde de la façon dont les gens vont réagir Réagir. et en réalité, souvent, vous allez vous apercevoir que vous êtes confronté à différentes, façons, dont les gens vous voient. La première façon, c'est, «Ah mais c'est génial, tu as trop de chance en fait, quand j'en peux plus». J'avoue, Moi, j'en peux plus de j'adore mais me non, faire puis dégager. j'en peux plus de mon travail, mais jamais j'aurai, ou le courage de partir, pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes ou ah non, j'aurais trop peur, de ce que je pourrais trouver, derrière et de l'insécurité, que ça implique. Alors, encore une fois, c'est tout à fait, légitime et puis il y a ceux effectivement qui vont, tout de suite projeter leurs propres peurs. C'est-à-dire que ils s'imaginent à votre place et ils s'imaginent donc eux-mêmes quitter leur entreprise et là, c'est la panique complète. Donc ils sont même plus en train d'imaginer ce que ça implique pour vous, mais ce que ça implique pour eux s'ils étaient à votre place. Donc en fait, c'est ça, c'est de vous dire, dans ces moments-là, bah, les gens vont réagir de Et dans ce façon cas, il faut diverse. reconnaître, hein, si la personne qui est en transition professionnelle est elle-même un peu en insécurité, parce qu'elle ne sait pas trop et qu'elle travaille là-dessus et qu'on projette sur elle, heu, les C'est peurs des peur. autres, du coup, c'est ça a un effet un peu, waouh, quoi. C'est-à-dire: «Ah waouh, j'ai déjà que j'ai les miennes, mais en plus, il y a un doute qui est renforcé, face à la réaction des autres». Absolument, c'est-à-dire que, pour moi aussi, quand j'accompagne les gens, je leur dis combien c'est important aussi qu'ils prennent de la distance avec ce que l'entourage, même les gens les plus bienveillants, peuvent avoir à dire, de la situation. Par exemple, voilà, vous venez et puis vous êtes en transition professionnelle et votre conjoint tous les matins vous dit, «Ah non, mais tu devrais faire ceci et tu devrais faire cela» ou «Tu as pas peur que» enfin, c'est-à-dire que, le conjoint peut être, soutenant, mais il peut être aussi extrêmement pressurisant. Non pas parce Avec des bonnes intentions. voilà, c'est-à-dire qu'il est pétri de de bonnes intentions et simplement il s'inquiète, mais cette inquiétude, elle est débordante et elle va venir en fait plus comme un frein, qu'un soutien. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable aussi de prendre de la distance, et de dire aux gens: «Écoutez, là pour l'instant, je suis en train de réfléchir, je t'en dirai plus, au moment opportun, au moment où j'aurai un peu plus mûri mon projet» et voilà et d'être capable aussi de vraiment Ouais, de mettre du cadre ou en tout cas une zone de absolument, sécurité en disant: «Pour moi, là, c'est trop, c'est-à-dire oui, que j'ai besoin de mûrir tout seul et on en rediscutera» oui, et de respecter cette zone de réflexion, de silence, oui, et de dialogue, avec soi-même absolument. sur la suite, hein. Ça m'a fait bien sourire tout à l'heure quand tu as dit la question: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» parce que c'est une question que Déborah adore et ça a été son premier post LinkedIn qui a fait un carton, qui a fait un Bah, oui, buzz ouais. et je me Je ra ne supporte pas cette question. Bah, en fait, Je c'est en tellement fait réducteur. en fait, je trouve elle peut être, formulée, mais ça ne doit pas être la première question. C'est qu'en fait, il faut rentrer dans une conversation avec quelqu'un. Enfin, on doit, non, moi je les vois comme ça, c'est-à-dire qui est la personne, comme tu Oui, disais. C'est pas quelqu'un qui vient dans ton cabinet en disant: «Bon, bah, voilà, j'ai quitté mon job, je veux faire ça». Tu t'intéresses à qui elle est, dans quel contexte elle mmh, évolue, ses aspirations, j'en sais rien, ses rêves, ses projets, ce à quoi elle s'intéresse et là, ça te donne une couleur, une personnalité, intéressante oui. et c'est vrai que je trouve que cette question de: «Tu fais quoi dans la vie?» alors moi, j'avais répondu, c'est ce que je crois qu'il dit. Moi, je répondais, «Je fais du saut en parachute» Mmh. et en fait, j'avais 2 attitudes face à moi. J'avais les gens qui quittaient la qui quittaient la conversation parce qu'ils comprenaient pas. Ils me disaient: «Non, mais je te demande, ce que tu fais». Oui, mais je te réponds, en fait, ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est, je fais des choses qui me plaisent. Et c'était une manière, je pense, pour eux de se sécuriser dans des types de conversations, savoir où aller, Mmh. voilà et après il y a les autres qui se laissaient vraiment, plus aller de: «Ah génial, tu le parachute», et donc là, ça donnait lieu à autre chose et pour moi une vraie connexion humaine. Ouais. Donc mais je peux entendre aussi, que dans un monde où tu évolues professionnellement, pendant, bah, c'est on comme tu le disais, c'est un temps qu'on occupe, c'est la majeure partie de nos semaines quand on est, actif et qu'on travaille. Bien sûr. Donc on a vraiment ces réflexes de parler boulot, Oui. donc voilà et c'est des formes de réflexes d'automatisme, je Oui. pense, qui devraient être, désamorcés, comme Oui. tu le dis et puis surtout, d'être capable de dire: «Bah non, en fait, cette question, j'ai pas envie d'y répondre». Maintenant, moi, c'est ce que je fais quand on me pose la question. Je l'ai fait il y a pas longtemps: «Et tu fais quoi dans la vie?» Je lui dis: «Bah écoute, c'est une question à laquelle je déteste répondre». Et la personne m'a dit: «Très bien, je change de question». Mmh. Alors, c'est ce point-là, il est vraiment très important. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que donc les accompagnements donc des personnes en transition professionnelle, c'est souvent ce sont souvent des accompagnements
qui sont mixtes, en ce sens où on mêle, des accompagnements, avec des séances individuelles, mais aussi avec des séances collectives. Et évidemment, parce que le collectif, de savoir que ce que vous vivez, C'est facile. tu le vis aussi et on le vit tous, ça permet, d'abord de partager, voilà, où on en est, de son inquiétude ou de ses réflexions, d'avoir le regard des autres et cette dimension soutien, elle est évidemment présente grâce au collectif. Et souvent, donc quand je réunis, je dirais, les gens pour la première fois et donc elles se découvrent, en séance collective, je leur demande de se présenter. Mais je leur donne une instruction. Vous avez le droit de tout dire de vous, sauf des choses professionnelles. Et là, les gens souvent Sans voix. sont Ils Je sais pas quoi dire, quoi. ils ont un temps d'adaptation. oui et donc d'être capable de dire, autre chose que, «J'étais directrice, marketing» ou, «J'étais responsable commercial» parce qu'en plus les gens savent plus s'ils doivent parler au présent ou au passé. «Je suis responsable commercial, mais je viens de quitter mon entreprise». C'est-à-dire qu'en plus, ça et ils ont l'impression de s'embourber. Donc je leur ai dit: «Écoutez, c'est simple, dites-moi tout ce que vous avez envie, de me dire de vous, sauf sur le plan professionnel». Alors ça peut donner j'ai, 47 ans, je suis parisienne, je suis divorcée, je suis remariée, j'ai 4 enfants, j'aime, les chiens, j'adore la musique, je enfin, plein de choses hyper intéressantes et en réalité, vous allez vous apercevoir que, c'est là qu'on parle vraiment, de façon authentique et on dit plein de choses de soi qu'on n'aurait même pas l'occasion de partager, si on en restait sur le versant Mais professionnel. au-delà du partage, finalement et du soutien dans le collectif, c'est presque un training au prochain dîner. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, quand tu fais cet exercice, Oui. c'est se sentir autorisé à dire autre chose. Alors oui et en plus, alors évidemment, une fois qu'on a clarifié son projet professionnel, la plupart du temps, il faut qu'on soit capable d'en parler. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est d'aller décrocher un autre job. Donc à un moment, on est confronté à ce qu'on appelle la préparation du pitch. Ouais. Qu'est-ce que c'est pitcher? Au fond, c'est parler de soi et de ce qu'on a envie de faire professionnellement et donc je dis toujours, si vous racontez, qui vous êtes uniquement sous le versant du CV avec les compétences, en fait, on ne sait pas grand-chose de vous Ouais. véritablement et quand on recrute quelqu'un et là, c'est l'ancienne DRH, qui parle, on a envie évidemment de voir, une personne qui a un certain nombre de compétences, mais on a envie de découvrir une personnalité, on a envie de découvrir ce qui anime la personne en termes de valeurs pour savoir si le job qu'on va lui proposer est en adéquation, avec qui il est. Bien sûr. Et donc, en fait, quand vous apprenez à pitcher, vous apprenez à vous raconter sous plein d'angles différents et c'est ça qui va vous rendre différent, d'un autre candidat avec lequel vous pourriez être en compétition. C'est ça qui va vous singulariser. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas en accompagnement toutes ces personnes, est-ce que, tu identifies des grandes zones de blocage, qui se répètent? Enfin, tu vois ce que je veux dire, chez tous ces profils? Des moments de résistance où tu as des caps qui sont plus difficiles que d'autres, à passer? Alors oui, alors déjà cette idée que, quand on quitte un job, c'est un échec. Non, quitter un job, parfois, c'est juste une nouvelle vie qui s'offre à soi et des opportunités incroyables. Encore une fois, la notion d'échec et je pense les plus grands, patrons d'entreprise vous le diront, c'est-à-dire que c'est souvent parce qu'ils ont vécu des épreuves, des moments difficiles, qu'ils ont pu ensuite avoir leur parcours, et toutes les réussites qui s'en sont suivies. Donc ça, c'est une chose, donc il y a cette notion effectivement de non, quitter un job, c'est pas être dans l'échec. Ensuite, il y a, les premiers entretiens. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est alors, parce que vous pouvez, être, je dirais une personne qui a eu un parcours professionnel où vous avez eu, plusieurs jobs dans des entreprises différentes, donc vous êtes assez rompu au fait de passer des entretiens et à raconter ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. En revanche, il y a des personnes qui quittent des entreprises après 10, 20 ans, Ouais. 30 ans passés dans l'entreprise, où l'exercice du CV est quelque chose qui est pas du tout évident et puis encore moins le fait de passer des entretiens. Donc là, effectivement, les premiers entretiens, ça paraît souvent quelque chose de difficile. Et puis, et donc c'est les premiers entretiens, comment ça s'est passé? C'est évidemment, aussi ce qui vous met dans un bon mood ou dans un good mood pour la suite. Si le premier entretien a été extrêmement positif,
ça vous met dans une dynamique positive. Si le premier entretien a été vécu comme quelque chose de très difficile et vous n'avez pas été à l'aise, donc ça veut dire qu'il faut travailler cette dimension-là aussi et donc il peut y avoir des blocages à ce moment-là qui se révèlent. Mais encore une fois, je vous dis, chaque Oui, oui, c'est situation très, est c'est bien sûr, c'est différente, personnalisé, mais il y a quand même tous ces je vais pas dire cette méthodologie, mais ce parcours de l'acceptation, oui, les rendez enfin le p savoir pitcher, savoir oui, oui, en alors, société, donner du cadre, absolument. passer les premiers entretiens, faire le bilan de ces premiers entretiens une fois que le projet est clarifié. Oui, oui, en fait, il y a vraiment une première étape qui est une étape de bilan, où on fait un bilan, professionnel bien sûr, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a un côté très holistique. Moi, je cherche à comprendre qui est la personne, qui elle est, et ce qu'elle a fait, mais pas uniquement ce qu'elle a fait. Donc encore une fois, c'est pas un raisonnement, uniquement au travers des compétences. Ensuite, une fois qu'on a fait ce 1 travail-là, émerge le projet de la suite. C'est: «Qu'est-ce que je veux pour demain?» Une fois qu'on est clair sur le «qu'est-ce que je veux pour demain», c'est-à-dire qu'on peut travailler sur son CV et on peut travailler sur le pitch. Et puis bien sûr, c'est dans quel environnement j'ai envie d'aller travailler. Donc là, il y a un travail, si vous voulez, de cartographie de: est-ce que j'ai envie de travailler dans une grosse boîte, une petite boîte, une boîte familiale, ou une très grande, entreprise? Et évidemment, donc nous, les coachs, on accompagne aussi sur, le ciblage, ce qu'on appelle le ciblage des entreprises, pour être sûr que ce que vous allez cibler, c'est aussi un environnement où vous allez vous sentir bien par rapport à ce que vous êtes, par rapport à vos valeurs. Mmh. Donc cette partie ciblage, elle est extrêmement importante et puis après, bien sûr, nous, on est aussi, là pour accompagner sur, la préparation des entretiens, que ce soit des entretiens avec des cabinets de recrutement, des cabinets de chasse de tête ou les entreprises directement et avec donc des responsables recrutement, des responsables ressources humaines, des DRH ou des managers. Donc il y a aussi cette partie-là et puis, bien sûr, quand les entretiens, se passent bien, il y en a plusieurs qui se succèdent jusqu'au moment où vous êtes la personne qui a été retenue et on accompagne aussi sur ce qu'on appelle l'onboarding. Donc c'est le moment où vous prenez ce nouveau job dans la nouvelle entreprise où l'idée, c'est aussi qu'on vous aide à vous accoster à votre nouvel environnement et avoir un démarrage qui se fait, de la meilleure façon. Meilleures conditions. Parce qu'effectivement, on pourrait avoir tendance à vouloir répéter ce qu'on connaît déjà, donc les habitudes, qu'on avait dans notre précédente entreprise. Or là, l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de s'acclimater à un nouvel environnement et pour cela, il faut être capable de le décrypter. Et aujourd'hui sur ces phases d'accompagnement, tu dirais que ça peut durer combien de temps? C'est très variable, mais ça va de sur les temps les plus courts aux temps les plus longs, ça peut Alors, prendre combien de temps? c'est évidemment extrêmement variable, parce que, encore une fois, ça dépend. Si vous avez quitté de façon, choisie l'entreprise, souvent vous avez réfléchi à l'après et vous êtes déjà dans une forme de Ouais, dynamique ça a déjà avancé. sur l'après. Quand vous quittez une entreprise de façon, plus brutale, en tout cas quand ça répond pas à un souhait de votre part, il y a cette dimension deuil, qui est plus ou moins, facile à traverser et aussi, toute cette période dans laquelle vous avez besoin de réfléchir à votre projet, qui peut être plus ou moins longue et puis selon si vous êtes plus ou moins à l'aise avec, les entretiens, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc il y a plein de choses qui se mêlent et qui me laissent incapable de vous dire: «Vraiment, vous venez vous me voir si je vais vous accompagner pendant, 3 mois, 6 mois ou plus». Parce qu'il y a évidemment aussi le contexte de l'emploi, selon là où vous Le secteur, résidez, le secteur, et cetera, donc qu'il faut aussi prendre en considération. OK. Est-ce que tu dirais que ces périodes-là, est-ce que tu observes ça, c'est des périodes où les, personnes qui sont dans ces mondes de transition professionnelle sont dans des phases d'isolement ou pas forcément? Alors c'est très variable, c'est-à-dire qu'il y a celles, en fait, qui vivent très mal le fait, de ne plus, se retrouver dans un collectif et de se retrouver chez elles, et qui donc vont très vite chercher à rencontrer des gens. Alors donc il y a, comme je vous le disais, dans les accompagnements, une dimension collective, donc il y a d'autres personnes aussi qui sont en transition professionnelle, donc elles adorent se retrouver avec ce petit groupe de personnes avec qui elles partagent les mêmes sentiments, les mêmes difficultés, les mêmes, réflexions et puis les mêmes joies aussi. Et puis il y a celles qui au contraire vont avoir besoin ce temps, solo, parce qu'il y a encore cette dimension de deuil parfois à traverser et pour elles, c'est plus facile de le vivre seule avant de retrouver un collectif.
Encore une fois, toutes les situations se rencontrent. Et est-ce que c'est vrai que là, on parle de la personne qui est en transition professionnelle, donc c'est elle qui doit affronter, son sa place dans la société d'un point de vue travail, hein. Oui, Hem, mais imaginons, il y a plein de gens, j'imagine, enfin, autour de nous, nous-mêmes, qui peuvent avoir un proche, un ami, un conjoint qui traverse cette période-là. oui, On peut avoir, bah, des mauvais réflexes comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on peut, avoir les bonnes idées pour l'autre, hein, sans lui laisser le temps de s'exprimer. oui. Est-ce que tu as des conseils à nous donner, nous l'entourage, de choses à ne pas faire ou à faire, pour être les meilleurs accompagnants ou en tout cas les meilleurs soutenants, à côté, de ces profils en Ouais. pleine, transition? Alors, je pense qu'effectivement, le soutien, il est évidemment très important. Et le soutien ne veut pas dire être actif dans quelque chose et d'être dans une dimension conseil. Le soutien, en fait, c'est, être présent, pour l'autre, qui est en réflexion sur, la préparation de son prochain chapitre professionnel, tout en étant capable de ne pas plaquer sur lui, les bonnes idées qu'on a, les émotions qu'on peut avoir et en fait, en respectant la temporalité dont la personne a besoin pour construire cette nouvelle étape professionnelle. Donc les c'est vraiment davantage pour moi de la présence, de l'écoute, que du conseil. Donc par exemple, si j'ai vu, quelque chose, qui me semble intéressant, Oui. je le partage pas? Alors si, bien sûr, l'idée c'est, dans la période où on est en transition professionnelle, c'est qu'on puisse s'enrichir de plein de choses, parler à plein de gens et donc c'est pour ça que la notion de networking, elle est hyper intéressante parce que c'est aussi la possibilité de prendre ce temps qu'on a pour soi, et d'aller à la rencontre de gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont pas du tout des mêmes dans les mêmes environnements, ou personnels, professionnels, pour s'ouvrir à d'autres choses. Et donc, ça c'est un point et puis après effectivement, le soutien, il est, vraiment aussi par, je te donne des infos, mais je te laisse en faire ce que tu souhaites. Et ça, c'est vraiment Donc important. c'est pas le: «Tu devrais faire ça», c'est: «J'ai vu Bah, ça, ça là, peut le «tu être devrais», c'est une injonction de faire. Donc c'est, ne pas respecter, l'autre dans le temps dont il a besoin pour réfléchir ce dont il a envie et mettre en place les choses, pour atteindre ce dont il a envie, justement. Le plus simple, c'est peut-être de demander, non? De dire: «Voilà, comment je peux t'aider dans cette phase? Est-ce que tu as envie que je te partage Oui, quelque chose? Est-ce que tu capable veux de dire, que je sois présent et que je t'écoute quand tu as besoin d'en parler?» C'est peut-être, absolument. encore plus simple. Je pense que le mieux, c'est d'être capable de dire à quelqu'un: «Je suis à ta disposition Ouais. si tu le souhaites, quand tu le souhaites», Mmh. pour discuter de ton projet. Comme ça, l'autre ne se sent pas, ça enlève une pression. ah, Pressé ou exactement, c'est-à-dire que la personne se sent libre de vous solliciter si elle en ressent le besoin, si elle en ressent l'envie. Et est-ce que tu observes aussi, par exemple, bah, cette difficulté à se projeter, dans le futur, dans un nouveau cadre professionnel? Parce qu'il y a tout ce background de, OK, mais donc j'ai un statut social, j'ai un certain salaire, heu je gagne mieux ma vie que, mon pa ma femme, mon mari. Du coup, je ne m'autorise pas finalement d'aller regarder autre chose, parce que j'ai vraiment cette pression, à la maison d'une certaine Mmh. manière, de Mmh. l'inquiétude, Oui, qui peut être, totalement, louable, hein. oui. Comment je fais à ce moment-là? C'est-à-dire, c'est toujours cette histoire de mettre du cadre? Heu, Est-ce que, la personne, elle est en mesure aussi d'accueillir les inquiétudes de son partenaire? Comment ça se gère ça? Alors la dimension, financière évidemment, elle est à prendre en considération. Donc selon si vous êtes serein, ou dans une urgence à retrouver un travail, l'approche n'est pas la même. Si vous avez, mettons, 40 ans, 3 enfants à charge, un conjoint, qui travaille ou qui travaille pas et là, une pression financière forte. Évidemment que, l'idée, c'est de pouvoir rebondir rapidement sur autre chose et que la personne se positionne en, «Je dois reprendre vite quelque chose» et finalement, elle va être moins dans l'écoute de son désir, de ce dont elle a envie, parce qu'elle est vraiment dans une injonction Urgence, ouais. finalement de retrouver vite. D'autres personnes, vont, être en transition professionnelle, 50 ans, 55 ans, plus d'enfants, à charge, des crédits déjà, remboursés
et pour eux, la dimension financière, elle est pas si fondamentale. En tout cas, elle est pas prépondérante et donc ça veut dire que pour ces personnes-là, la réflexion, elle va être plus autour de, «Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant?» Même si je suis moins payée parce que c'est pas ça le plus important et donc certaines personnes vont dire: «Mais moi aujourd'hui, si je ne retrouve pas le même salaire, c'est pas grave parce que c'est pas ce dont j'ai besoin là, maintenant parce que, j'ai sécurisé déjà un certain nombre de choses». OK. Tu avais une dernière question? Ouais, est-ce que parfois on parlait beaucoup de l'entourage, tout à l'heure. Ouais. Est-ce que parfois l'entourage peut vraiment être un frein dans le cas d'une, transition, professionnelle? Oui, bien sûr. Alors encore une fois, là, je parlais des situations où vous avez, un conjoint qui lui-même est en inactivité professionnelle ou, peut-être a un problème de santé, ou en tout cas quand tout repose sur vous d'un point de vue, financier. Ça peut être effectivement, un frein sur, je ne me permets pas, de m'orienter vers autre chose, même si j'en aurais envie, parce que là, je ne peux pas me le permettre. Mais en tout cas, ça veut dire que la période de transition professionnelle, elle permet quand même cette réflexion pour l'après. Alors même si par exemple, admettons, j'ai envie de me lancer, dans l'entrepreneuriat, pour des raisons personnelles, c'est pas possible maintenant. On peut avoir un raisonnement en 2 temps. Dire voilà, premier temps, ça va être reprendre un job dans tel environnement, et tel C'est type vraiment de une job. stratégie Il finalement. y a vraiment une stratégie Tu mets une effectivement qu'on stratégie met à en place, moyen terme. mais de se dire: «Mais je sais maintenant qu'au fond, à horizon, 5 ans, 10 ans, j'ai envie de faire autre chose» et donc on peut être vraiment dans une construction de parcours en prenant en considération les différents, paramètres. Est-ce que tu notes parfois le sentiment de culpabilité? Je ne peux pas me l'autoriser ou si je me l'autorise, ça va être mal vu au sein de la cellule familiale, parce qu'il faut que j'aille, gagner le même montant, pour sécuriser tout le monde, tu vois? C'est-à-dire, avoir ce regard à l'intérieur de la cellule de, «Mais dis donc il prend du temps, ça va pas assez vite», Alors oui, oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, la dimension, familiale, elle va impacter, la façon dont la personne se sent ou pas, à même de prendre du temps, de réfléchir, d'explorer différentes pistes, parce que certaines personnes vont vous dire, «Moi, je suis directeur financier, mais en fait, moi, j'aurais voulu faire des études, artistiques parce que je peins très bien». Et la personne pourrait avoir envie, par exemple, de s'adonner à la peinture de façon, non pas, passion, mais professionnelle. Et donc c'est pour ça que J'ai un exemple autour de moi comme ça. c'est vrai. Exact et oui, Ouais, j'ai un exemple autour de moi qui a fait une transition de archi d'intérieur à peintre ouais. et qui le voilà, qui ça a Bon, été c'est pas aussi violent que de directeur financier à peintre, mais non, mais ceci dit, son mari est directeur financier, donc tu vois, il y a Non, non et puis après il y a un autre sujet, alors c'est pas l'objet de ex de la mmh. discussion d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire que cette notion de slashing, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais d'être des slasheurs, ça veut dire que d'être capable d'avoir, une vie professionnelle avec plusieurs, presque plusieurs activités Ouais, dans une vie professionnelle. Typiquement, j'entends beaucoup de jeunes, aujourd'hui me dire que, bah, ils aimeraient bien, à l'idéal, avoir un job, part-time salarié le matin où, par exemple, ils vont être, je sais pas, data, analyst et puis, bah, l'après-midi, pouvoir soit s'adonner une partie, plus, de l'ordre de la de des passions, plaisir. créatives, du plaisir et être freelance, par exemple, et donner des cours, de musique. Enfin, j'entends vraiment plein, plein, plein de choses. Alors après, c'est vrai que, on n'est pas encore, nous, en France, super préparés à accueillir, je dirais, un côté hybride d'un point de vue contractuel entre, le salariat, l'entrepreneuriat, le fait d'être freelance. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense que, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus, à l'écoute de ce dont ils ont envie, et sur, comment intégrer ce dont j'ai envie dans ma vie, et comment je peux, aménager ma vie justement pour faire des choses qui me font, vraiment plaisir, dans lesquelles, je peux avoir un ou plusieurs talents, par exemple. c'est Et d'autant plus développé d'ailleurs chez les jeunes ça. Oui. Parce qu'ils consomment le job comme ils consomment un Deliveroo ou comme ils vont se faire un spectacle. Alors oui, 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 alors après, C'est là, ça nous embarque sur des discussions sur, les parcours et sur, voilà, les entreprises qui proposent des parcours professionnels à leurs collaborateurs.
alors effectivement, pour nous, nos parents, nos grands-parents, quand on nous promettait un parcours, C'est dans la même interne. entreprise, jusqu'à la fin, c'était le graal, absolu. Alors que pour les jeunes aujourd'hui, c'est l'angoisse absolue. Si on leur dit: «Alors dans 30 ans, enfin sur les 30 ans à venir, vous allez faire ci, puis ça», en fait, ils ont plus envie de fuir que de Ouais, ils sont venir. plus dans le moment. Ils sont Bah, plus c'est-à-dire dans l'écoute de ce qu'ils ont envie de tester. alors ils sont vraiment plus dans une logique d'équilibre, d'abord de ce qu'ils donnent et de ce qu'ils reçoivent et de quoi j'ai envie. Et donc de tenir compte de ce dont ils ont envie et comment aménager leur vie, pour en tenir compte. Aujourd'hui, c'est mal vu en France, en tout cas, dans les entreprises, Si, d'avoir, d'avoir des d'avoir d'intégrer ce type de profil. Est-ce qu'ils voient ça comme du désengagement, Bah, c'est-à-dire que c'est compliqué en fait, d'intégrer un collaborateur, heu et par exemple d'investir en termes de formation pour lui parce que, par exemple, le poste le nécessite et de se dire que vous allez investir de l'argent, par exemple, pour accompagner, former un collaborateur et que ce même collaborateur, d'ici 1 an ou 2 ans, il va partir. Donc évidemment qu'il y a cette, logique de, j'intègre quelqu'un avec l'idée de retenir ce quelqu'un suffisamment de temps pour que, qu'il sorte pas ce d'eau. qu'on nous exactement. Mais c'est enfin, en fait, je pense que c'est extrêmement, intéressant d'un point de vue philosophique et d'un point de vue, changement de paradigme. C'est-à-dire que, effectivement, à l'époque, on intégrait des gens avec cette idée de les garder, le plus longtemps possible. Là, c'est, comment les entreprises, et même les personnes doivent faire avec cette idée que, bah, non, on va peut-être pas passer toute sa vie au même endroit, enfin, en tout cas, pas toute sa vie dans la même entreprise et que c'est OK et presque de dédramatiser le fait qu'à un moment donné, oui, peut-être les parcours vont enfin, les Moi, j'aimerais bien les talents à des entrepreneurs exactement, avec les cette, chemins vont se séparer, mais que c'est OK et que surtout c'est pas grave. Ouais. ouais, ouais, mais je pense que tu as raison, c'est aussi une question de philosophie et de gestion ou de l'entreprise, pour celles qui ont du mal à accueillir, Oui, ces ouais, ouais, ces absolument, profils-là. absolument. Mais clairement, comme tu le disais, historiquement, c'était pas du tout, la tendance, hein. Aujourd'hui, très clairement, les profils disent: «Bah, j'ai une activité freelance à côté». Il y en a beaucoup qui le Oui, disent bien sûr, et c'est bien sûr. assumé et ce que je trouve personnellement très bien d'être, dans la transparence. Je trouve ça très bien. À partir du moment où tu fais tu fais le job, pour lequel tu es payé, à l'endroit où dans lequel tu es payé, que tu arrives à gérer ton agenda. Oui, oui, absolument et j'ai envie de dire que la période de Covid, alors qui est maintenant, un peu plus éloignée, a été aussi, l'occasion, je pense, pour beaucoup de gens de réfléchir, à leur rapport au travail. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens donc qui se sont arrêtés net de travailler, soit qui ont poursuivi le travail, en remote, enfin donc à distance, en visio pour, certains et qui se sont vraiment dit: «Mais au fond, est-ce que c'est ça le rapport que j'ai envie d'entretenir avec mon travail? Est-ce que j'ai envie finalement, d'avoir davantage de temps, chez moi? Est-ce que j'ai envie d'être autant en présentiel dans l'entreprise?» C'est-à-dire que je pense que la période de Covid a été vraiment l'occasion, pour beaucoup de gens de réfléchir à ce dont ils avaient envie dans leur vie. C'est pour ça que certains qui habitaient, en ville, sont partis, habiter, en province et ont cherché aussi à remettre de la qualité de vie, au sein de leur vie. Et il y a une question que je t'ai pas posée, mais est-ce que ces dispositifs d'accompagnement, il y a des entreprises qui les financent, pour, des collaborateurs, des managers, différents types de profils, Oui, alors pour les accompagner au changement? c'est une très bonne question et c'est pour ça qu'au démarrage, je disais que moi, j'avais accompagné surtout des dirigeants, dans leur transition professionnelle parce que pour eux, il y a un dispositif qui s'appelle l'outplacement, qui est, souvent un dispositif qui est, offert, pris en charge par l'entreprise, au moment d'un départ, d'un dirigeant, par exemple. Parce que ça fait partie du package de départ souvent, où en fait l'entreprise finance, un accompagnement par, un coach de la transition professionnelle Et que et ce soit subi ou volontaire? alors, comme ça fait souvent, ça s'intègre souvent dans une négociation, ça veut dire que c'est quelque chose qui est entre guillemets «offert» ou en tout cas qui participe à rendre plus smooth, Le départ. plus moins difficile le départ du collaborateur parce que l'entreprise clairement se positionne en disant: «Bah, voilà, on se quitte mais on se préoccupe quand même de ce que ce sera demain pour vous».
Et ça, c'est extrêmement important. Donc il y a cette idée aussi de, c'est pas parce qu'on se sépare qu'on se préoccupe plus de vous et on n'est pas capable d'avoir une forme de gratitude pour la loyauté que vous avez eue vis-à-vis de l'entreprise ou de l'investissement, de l'engagement que vous avez eu dans l'entreprise. Donc ça, c'était quand même un dispositif qui était, réservé finalement à une certaine frange, de l'entreprise, donc plutôt des dirigeants avec une certaine ancienneté dans l'entreprise. Mais on a vu qu'en fait, ça pouvait être intéressant aussi de proposer ce type d'accompagnement pour des personnes plus jeunes, pour des personnes qui ne seraient pas, dirigeantes, parce qu'en réalité, on se préoccupe de la personne, aussi dans sa vie professionnelle, dans l'après, qu'elle soit collaboratrice, manager ou dirigeante, et que quelque part, ça pouvait être aussi intéressant, pour la marque employeur, d'offrir ce type de Mmh. dispositif parce que ça veut dire qu'on est dans une logique de care. Où on fait attention aux gens. Alors Ça, malheureuse c'est l'histoire des valeurs de l'entreprise. oui, oui, et donc c'est intimement, lié aussi, à la notion de valeur d'entreprise, mais pour autant, je dirais, c'est pas encore suffisamment démocratisé, malheureusement, et donc certains, collaborateurs, ont eux-mêmes finalement, à financer sur leurs Prennent propres cette, deniers un accompagnement s'ils en ont, l'envie et s'ils en ressentent le besoin. mais est-ce qu'aujourd'hui les gens savent que ça peut exister, que ça peut faire partie d'une négo, à un Alors moment de départ? malheureusement non. Les gens ne connaissent pas assez ce dispositif, donc parfois certaines personnes viennent à moi alors qu'elles ont déjà négocié leur départ en se disant: «Ah mince, si j'avais su, peut-être que c'est quelque chose que j'aurais pu demander à mon ancien employeur». Et puis après, il y a aussi des gens qui viennent, par eux-mêmes. Parce qu'ils ont entendu que c'était un type d'accompagnement qu'on pouvait, proposer et qui pensent que ça pourrait être intéressant pour eux. Mais effectivement, ils vont financer, eux-mêmes les choses. Après, il y a autre chose souvent qui est proposé par les entreprises, mais qui pour moi est extrêmement, réducteur, c'est le bilan de compétences. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi raisonner uniquement en termes de compétences, c'est voir, voilà, le sujet avec un tout petit bout de la lorgnette, alors qu'en réalité, la transition professionnelle, elle emporte, la prise en considération de plein de sujets dont on a déjà parlé, donc psychologiques, émotionnels, évidemment, le sujet des compétences, c'est important, mais pas que. Ouais, puis aujourd'hui, il y a eu quand même un sujet récemment sur la prise en charge du bilan de compétences, enfin par les OPCO et cetera, et donc Exactement, ça les cartes sont un peu rebattues sur le sujet, absolument. donc d'un point de vue financier et Oui, donc d'un point de vue prise en charge et donc d'un point oui, de vue, mise en place, oui, oui, absolument. au sein des Alors oui, collaborateurs. pour répondre aussi peut-être à une question que tu envisageais ou, que tu envisageais de me poser, c'est, est-ce que ça peut être pris en charge par le CPF? La réponse est non. Donc ça veut dire que, il s'agit de budgets, différents, et le CPF ne peut pas être utilisé pour financer, OK, un accompagnement en transition professionnelle, ou un outplacement. OK. Est-ce que tu as une autre question, Franck? Non. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais envie de répondre? Oui, est-ce que les gens, renouent avec, le positivisme, Ouais. l'optimisme, et la joie? Alors même si encore une fois, c'est pas ce qu'ils viennent chercher au moment où ils viennent, démarrer leur accompagnement, j'ai envie de dire oui. Souvent en fait, ils regardent, dans le rétroviseur et l'accompagnement qu'ils ont eu, et en fait, il y a eu une métamorphose entre le moment où ils ont, démarré l'accompagnement et le moment où ils le terminent. C'est, voilà, c'est un renouveau, une nouvelle vie qui s'offre à eux la plupart du Et temps. les indicateurs de réussite de l'accompagnement, alors hormis le fait, enfin très important, d'avoir trouvé, Ouais, ce qu'ils ont envie de faire pour certains ou d'être déjà enfin de s'être replacés quelque part, ouais. dans l'entrepreneuriat, dans un profil mixte, dans le salariat, peu importe. C'est quoi justement? C'est cette sensation de joie, de bien-être, Oui, en fait, de se d'aller sentir bien, aligné, de se sentir à sa place et d'avoir oui, de c'est absolument de cet ordre-là. C'est de se dire, j'ai repris un job ou j'ai démarré une formation ou je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et en fait, je me sens bien parce que, je suis plus dans un clivage entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je suis juste là d'avoir où je ça. dois être, pour m'épanouir, et je me retrouve en termes de valeurs, je me retrouve en termes de désir, parce que voilà, encore une fois, là, c'est la psychanalyse qui parle. C'est, comment est-ce qu'on renoue avec son désir pour se mettre en mouvement? Mode Et Peaceful Mind, quoi. Pour enchaîner, pour voilà, con
Faut conclure sur une méditation. Exactement, merci Francky. Ouais, je trouve que c'est des chouettes indicateurs et même pour ceux qui sont sur des stratégies en 2 temps, je pense que d'avoir la vision claire aussi, ça permet de retrouver de la confiance et de Et la de persévérance l'enthousiasme. et de voilà, comme tu dis, de Oui, l'enthousiasme. parce que de savoir, d'être capable de se projeter dans quelque chose, alors même si le projet il est pas, à court terme, ça permet d'être capable de du coup de se dessiner un chemin, pour y aller Ouais, de voir. et ça, c'est fondamental et donc encore une fois, même si ça peut être une stratégie en plusieurs temps, c'est pas grave. Au moins ça donne un but et ça permet de clarifier le chemin. Il y a des études aujourd'hui qui existent, ce sera ma dernière question parce que je sais que tu as très envie de faire ta méditation, entre, le retour à l'emploi, on va dire, entre un profil accompagné, un profil non accompagné, sur, le sentiment de réussite, sur, le temps de retrouver, quelque chose, Alors, pour être très transparente, j'ai pas du tout, tu sais pas encore d'informations à ce sujet-là, parce que enfin, je pense pas qu'il y ait d'informations aujourd'hui, disponibles sur, qui a été accompagné, et qui qui ne ne l'a l'a pas. c'est des autres Remettre oui, oui, si après je parce que tout le monde on le sait, hein, c'est-à-dire que, les accompagnements, qu'ils soient financés par l'entreprise ou financés, personnellement, ça reste encore marginal, hein. ouais. Mais après oui, je suis convaincue que de se faire accompagner, en tout cas quand on n'est pas clair sur ce dont on a envie pour demain, ça peut être extrêmement, aidant. Merci Joanne. Merci Jojo, J'ai super intéressant, trop cool. On fait une petite méditation? Allez. Allez? Alors aujourd'hui, on va faire une méditation zen. Alors c'est un courant de méditation où on vous demande généralement prendre une position pas très confortable, parfaitement droit, en fleur de lotus et tout. C'est pas comme ça qu'on va la faire, parce que je n'aime pas la faire comme ça. Et c'est vrai qu'en méditation zen, c'est assez strict, la méditation. Mmh. On demande d'être parfaitement droit, fleur de lotus, de pas bouger. Et si jamais vous avez le malheur de bouger, vous allez vous prendre un coup de baguette parce que vous n'avez pas respecté le process. Rassurez-vous, on va clairement pas la faire comme ça. On va la faire à notre façon. Et en fait, on va déjà commencer par prendre une position confortable. Donc on cherche la position, on se tortille, on fait des petits mouvements d'épaule, des petits mouvements de nuque. Voilà. On ferme les yeux et on va commencer par prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et sur la troisième et dernière expiration, comme toujours, on se vide complètement les poumons jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout. Puis on reprend une respiration naturelle. On peut inspirer par le nez, expirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche, peu importe. Et pour appliquer la méditation zen, ce qu'on va faire, c'est que dans sa tête, en même temps qu'on respire, on va compter dans sa tête. Un, 2, 3, 4. Et dès qu'on est interrompu par une pensée, un son, une sensation corporelle, eh bien on redémarre le comptage à zéro. On n'est pas dans un challenge, on n'est pas en train de faire une compète. L'objectif, c'est pas d'atteindre 50, 100, 10, 20, peu importe. C'est juste d'observer sa respiration et de compter. Un, 2, 3. Hop, j'ai une pensée, je reviens à zéro. Un, 2, 3, et ainsi de suite. Rassurez-vous, si vous ne dépassez pas le 1, c'est totalement OK. Encore une fois, c'est pas un challenge. Pour terminer, on va prendre une dernière et profonde inspiration par le nez.
On expire par la bouche pour se vider complètement les poumons. On arrête de compter dans sa tête. On reste les yeux fermés, immobiles et on continue de profiter, des bienfaits de cette courte session de méditation et à son rythme, on va pouvoir délicatement ouvrir les yeux pour se reconnecter visuellement avec la pièce dans laquelle on est installé. On peut commencer à s'étirer si on le souhaite et j'aimerais bien que Jojo, tu me dises le nombre que tu as atteint. Je m'en rappelle pas. Alors, je saurais pas te dire. OK. Je pense que je m'y suis prise à plusieurs fois pour compter, donc je saurais pas te dire. Et tu as dit moi? Moi 5, hein, 5. OK, super. mais je dois avouer que c'est pas ma technique préférée. OK, Je me sens très bien, d'accord. mais me connecter aux chiffres, Ouais. c'est pas m Des méditations et des maths, les méditations et les chiffres, c'est pas forcément c'est vrai que je peux revoir mes basiques de 1 à 10, je pense que je suis niveau dernière année de maternelle, donc je pense que c'est accessible à tout le monde, à grande section. Mais non, bien sûr, je ressens le bienfait de l'avoir fait, ça c'est évident. Mais c'est vrai que sur d'autres techniques où, je vais pas dire que je suis dans le plaisir, mais presque en fait, tu vois? Vraiment dans ouais. là, c'est pas le déjà la méthode, est rigide que tu as faite d'une autre manière, je savais que ça allait pas. Un signal. Voilà, c'est un signal, c'était pas forcément pour moi. Mais merci beaucoup de me l'avoir Bah, fait découvrir. Ouais, plaisir. merci beaucoup Francky. C'est vrai que c'est pas une technique qui est particulièrement apaisante, je reconnais, parce que c'est vrai que ça nous force à compter, à se concentrer sur le comptage. Mais justement, le fait, d'occuper notre esprit, notre cerveau Mmh. sur le fait de compter, bah, on vient un peu hacker notre mental et ça limite les pensées parasites, tous les problèmes, tout ce qu'on peut avoir. Ouais, ouais, Ça absolument. peut paraître pas très apaisant, mais ça permet quand même de Mmh. shut down un peu le cerveau. Voilà. Merci Francky. Merci Merci. Johanna. Merci Jojo, Francky, merci merci Déborah. Déborah. On est ravis de vous avoir eu, aujourd'hui et d'avoir eu, Johanna, sur cet épisode. On va organiser très prochainement un live avec Johanna dans la communauté Peaceful Mind. Donc on vous partagera les informations, autour du descriptif de cet épisode pour que vous puissiez vous connecter en ligne, et poser des questions à Johanna. Voilà, On vous mettra les références de Johanna dans le descriptif du podcast, également. si vous voulez la contacter directement. N'hésitez pas, avec plaisir. Merci. Merci.